BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale du Club du droit, une émission consacrée à l'international. 11% des Français ont un parent d'origine étrangère. Un mariage sur 7 est un mariage mixte. 40 000 jeunes font des études à l'étranger. Plus de 2 millions de Français sont expatriés. C'est plus 28% sur 10 ans. Depuis 10 ans, les éléments d'extranéité sont de plus en plus fréquents dans les dossiers des notaires et des avocats. Quand on parle succession, régime matrimonial, patrimoine ou investissement, plus possible de se concentrer uniquement sur le droit français. Les questions internationales ne sont plus du tout réservées aux études des grandes villes ou des villes frontalières. Avocats et notaires doivent maintenant composer avec le droit international et c'est pas toujours simple. Avec nous pour défricher le sujet, Laurence Mayer, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine. Bonjour. Marc Cagnard, de l'autre côté, vous êtes notaire à Paris. À côté de vous, Benoît Vitam, associé gérant chez Vitam MFO. Et puis Pierre Tarade, vous êtes notaire à Paris. On va défricher ensemble notre sujet. On va commencer avec un premier thème, la famille. Votre conjoint est d'une autre nationalité, vous êtes français mais vous habitez à l'international. Quelles sont les règles de droit qui s'appliquent à votre situation? Il y a presque autant de règles que de cas particuliers. Regardez cet exemple en Pologne d'un couple franco-polonais qui vit parmi les 8000 Français en Pologne. Un reportage d'Antoine Copper à Cracovie. Mathilde est française, elle a 28 ans et est acheteuse pour une société internationale. Elle est mariée à Adam, un Polonais de 34 ans qui travaille dans la technologie informatique. Ils sont ensemble depuis 8 ans et après plusieurs années à Paris, ils décident d'aller s'installer en Pologne. À leur arrivée à Cracovie, il y a un peu plus d'un an, ils ont une drôle de surprise. On a fait dans un premier temps un contrat de mariage français. Puis quand on est venu en Pologne, on nous a dit que c'était pas applicable. Donc on a fait un contrat de mariage polonais. C'est une donnée fondamentale. Lorsque l'on s'expatrie, mieux vaut être vigilant et prévoyant quant à son régime matrimonial. Celui qui va régir les droits des époux entre eux, les biens possédés, avant le mariage, pendant et lors de sa dissolution. Car quel régime matrimonial s'applique-t-il ? Pour anticiper ces situations, Maître Gilles Krowicki, délégué du Conseil supérieur du notariat français pour la Pologne, vient régulièrement dans le pays pour rencontrer des expatriés français et les informer sur certaines particularités. Dans un contexte international lié soit à la nationalité, soit au domicile, il est essentiel de faire un contrat de mariage notarié, puisque le contrat de mariage notarié, soit devant un notaire polonais, soit devant un notaire français, est le seul gage de stabilité et de sécurité juridique. Mathilde et Adam sont propriétaires d'un appartement dans le centre de Cracovie. Ils ont ensemble souscrit un emprunt auprès d'une banque polonaise. Ce qui était plus simple pour eux. Une banque française aurait-elle eu envie de s'engager dans un pays qu'elle ne connaît pas forcément? Acheter son logement en Pologne nécessite autant de démarches qu'en France pour des expatriés à un détail près. Tu peux acheter les biens sans aucun problème, c'est juste qu'il te faut un traducteur. Le couple a donc dû faire traduire tous les documents nécessaires par un traducteur assermenté. Côté fiscalité, Mathilde et Adam sont soumis à l'impôt polonais, puisque l'ensemble des revenus du couple vient de Pologne. Le conseil des spécialistes, avant de vous expatrier, pensez à vérifier si des accords fiscaux existent entre votre pays d'origine et le nouveau. Concernant sa succession, le couple n'a pas encore pris ses dispositions. Une situation que rencontre souvent Maître Thomas Scott, vice-président du Conseil supérieur du notariat de Pologne. Nous avons des couples mixtes, des successions avec des patrimoines en Pologne et en France. Nous sommes obligés un peu de connaître cette procédure française parce que nous dressons des documents ici en Pologne, d'après les règles polonaises, mais à utilisation en France à l'étranger. Et à propos de transmission de son patrimoine, depuis notre reportage, Mathilde et Adam sont les parents d'un petit, Victor. On leur souhaite tout le bonheur du monde. Voilà pour le reportage d'Antoine Copper à Cracovie. Marc Cagnard, notre couple dans le reportage s'aperçoit une fois en Pologne que le contrat de mariage français ne s'applique pas. C'est fréquent ce type de situation où on découvre une fois parti qu'en fait on n'est pas sur le régime qu'on croyait.
Ce qui est dit dans le reportage me surprend un peu parce que justement ce couple a pris la précaution de faire un contrat de mariage, donc ils ont anticipé le déplacement et a priori leur contrat de mariage doit recevoir également application en Pologne. Et réciproquement, un couple polonais qui vient s'installer en France avec un contrat polonais, on applique nous le contrat polonais sans aucune difficulté. Donc je pense que les gens qu'on a vus ont eu le bon réflexe, ils se sont posé les questions avant de se marier et c'est ce qu'il faut faire en matière internationale. Il faut commencer par analyser sa situation et dans la mesure où on va avoir potentiellement des éléments d'extranéité, d'anticiper ces changements pour être sûr qu'on choisit le droit qui va vous être appliqué plutôt que de se laisser guider par le flot des vents internationaux sans savoir exactement à quoi on va se retrouver soumis. Benoît Lombard, la solution, c'est le contrat de mariage avant de partir. Oui, c'est indispensable plutôt que de subir un contrat de mariage qu'on ne connaît pas. Pardon, pas un contrat de mariage, mais justement une loi qui va s'appliquer, un droit qui va s'appliquer à sa situation matrimoniale. Il vaut mieux le choisir. Et pour le choisir, il faut un contrat de mariage. À défaut de contrat de mariage qu'on peut passer en France avant de partir à l'étranger ou de l'étranger lorsqu'on veut s'établir en France, parce que il y a évidemment de la porosité dans tous les sens. Eh bien, ce contrat de mariage, on est certain de connaître la loi qui s'appliquera au jour de la dissolution de ce régime matrimonial. Et juste un point qui est important, c'est qu'il y a un règlement européen qui s'applique depuis le 29 janvier dernier 2019, là, tout récemment. Mais pour les mariés, là, depuis le 29 janvier. Exactement. Les autres, donc, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, avec de plus en plus de Français qui vivent à l'étranger et d'étrangers qui vivent en France avec ce grand nomadisme international, eh bien, on s'est rendu compte que le droit n'était pas naturellement adapté. Et pour ceux pour lesquels ce n'était pas adapté, c'est ceux qui n'avaient pas prévu. Le contrat de mariage est fondamental dès l'instant où on a la débilité de partir à l'étranger. Mais alors, en fait, vous nous dites que dans le reportage, si ça se trouve, ils ne savent même pas qu'en fait leur contrat est valable. Là, on a une désinformation. À régler sur ce cas-là, mais c'est exactement ce que dit Gilles Krowicki, qui est polonais et qui est notaire, fait exactement beaucoup d'interventions pour la Pologne. C'est ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut faire un contrat de mariage soit en Pologne, soit en France. Après, effectivement, on a toujours les questions à se poser sur la réception d'un contrat dans un autre pays. Il y a des questions à se poser. Alors la Pologne, c'est pas si loin, mais on peut avoir des pays un peu plus exotiques. Et il faut se poser la question de savoir comment notre contrat va être reçu dans le pays concerné et savoir aussi si le régime qu'on choisit dans notre système franco-français s'appliquera, prendra bien sa greffe dans le pays dans lequel il est appelé à s'appliquer. Laurence Meyer, il y a évidemment autant de cas particuliers que de pays, etc. Est-ce que vous remarquez que les clients internationaux avec des éléments d'extranéité sont plus alertes sur ces questions ou pas? Non, les gens découvrent. Comme ces personnes ont découvert avec stupéfaction, c'est un peu la majorité des couples. Ils découvrent leur régime, surtout lorsqu'ils n'ont pas pris le soin de faire un contrat de mariage. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. En Pologne, c'est étonnant que le contrat de mariage passé par un notaire ne soit pas reconnu. En revanche, je dirais que pour d'autres pays, genre les États-Unis, les États-Unis ne reconnaissent pas nos contrats de mariage. Pourquoi? Parce que les notaires n'existent pas aux États-Unis. Ça n'existe pas, donc pour eux, contrat de mariage, ils l'écartent. La profession n'a pas d'équivalent. Non, il n'y a pas d'équivalent aux États-Unis. Et quand vous leur parlez d'un notaire, ils ne savent pas, ils disent avocat. Je dis non. Alors ça hoche un peu de la tête à côté, Pierre Tarade, vous n'avez pas d'équivalent aux États-Unis? Nous n'avons pas d'équivalent aux États-Unis, c'est vrai. Il y a quand même peut-être des conventions matrimoniales aux États-Unis, mais qui n'ont pas l'équivalent des nôtres. Ce que nous faisons, nous, c'est que sachant cela, lorsqu'on sait qu'on a un élément on va dire en rapport avec le monde anglo-saxon, eh bien nous adaptons nos contrats pour qu'ils ressemblent à quelque chose qui sera compris par les juges américains. Donc on essaie d'avoir deux notaires pour avoir deux représentants, pour avoir une espèce de contradictoire, comme ça se passerait aux États-Unis. C'est une chose sur laquelle je voudrais rebondir, qu'a évoqué Marc à l'instant, c'est que lorsque nos clients se posent la question avant de s'expatrier, de signer un contrat de mariage, il est important de penser à ce qui va se passer de l'autre côté de la frontière. Et je crois qu'on ne peut pas sérieusement envisager de faire un contrat de mariage sans avoir peut-être interrogé le juriste du pays d'accueil, pour que l'on fasse en France des choses qui seront comprises à l'étranger. Il faut penser à la façon dont on sera lu, tout simplement, par nos futurs interlocuteurs. Pour se faire comprendre en cas de conflit. Mais vous nous dites, il faut absolument, dans un cas de couple international, faire un contrat de mariage. C'est, je le disais, un mariage sur 7. Les couples internationaux ont plus tendance à se structurer avant de partir ?
Ou pas? Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Pour ma propre expérience de notaire, il me semble malgré tout qu'on reçoit de plus en plus souvent des contrats de mariage avec un élément d'extranéité présent ou pressenti. Des gens qui se disent, mais peut-être que c'est nous qui posons la question, est-ce que vous allez toujours rester en France? Est-ce que vous pouvez partir? Peut-être que ceux qui se posent la question viennent nous voir, mais il n'y a pas un Français sur 7 qui vient voir son notaire pour signer un contrat de mariage. Il n'y a pas un contrat de mariage sur 7. Marc Cagnard, depuis à peu près combien de temps il y a une évolution très forte? Il y a des éléments d'extranéité comme ça de plus en plus fréquents dans les dossiers? C'est difficile à dire, mais on a quand même le sentiment que depuis la chute du mur, ça a été l'ouverture des frontières de façon beaucoup plus importante que par le passé. On a aussi la construction européenne qui est venue favoriser la liberté de circulation. Et donc, avec le traité d'Amsterdam en 1999, là aussi, on a commencé à construire un espace juridique européen. Et tout ça participe d'un mouvement qui va en s'amplifiant considérablement, mais de façon exponentielle. Donc, on a de plus en plus de situations, que ce soit des jeunes qui partent étudier, qui ne reviennent pas ou qui reviennent avec un étranger, ou que ce soit des cadres qui soient mutés, qui circulent dans le monde entier et qui, au fil de leur pérégrination, constituent un patrimoine à l'étranger. Et je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Mais aussi, en préparant cette émission, vous m'avez dit 3 cas sur 4, il y a un élément, dans une succession, il y a un élément d'extranéité. C'est énorme. Sur 4, mais il y a énormément d'éléments d'extranéité, que ce soit un étranger, par exemple, ou plutôt un héritier non résident. Et tout simplement, et je pense que Pierre le confirmera, lorsqu'il s'agit de faire aujourd'hui une donation-partage, une personne qui souhaite transmettre à 3, 4, 5 enfants, quand on doit faire cette donation, on en a toujours au moins un qui est à l'étranger, en Chine, à Hong Kong, à Singapour, aux États-Unis. Et ça, c'est du quotidien, c'est tous les jours qu'on a ces situations-là. Et donc, on a quasiment à chaque fois un élément d'extranéité à traiter, que ce soit l'un des héritiers, que ce soit le patrimoine qui peut être réparti sur différents pays, et ainsi de suite. Benoît Lombard. Oui, c'est vrai que ces éléments d'extranéité reposent sur les personnes, mais ils peuvent reposer aussi sur les biens. Et donc, en fonction, bien évidemment, de fait qu'on puisse bouger, qu'on puisse s'installer à l'international, qu'on puisse acheter, par exemple, un actif immobilier au sein duquel on va vivre du temps de sa non-résidence, et puis qu'on peut conserver après, eh bien, on a un élément d'extranéité, y compris si ces personnes reviennent s'établir en France après. Il faudra prendre en considération le mode d'acquisition, et puis cet actif au regard non seulement des règles civiles, mais aussi des règles fiscales, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Pierre Tarande, c'est quoi les bonnes questions à se poser quand on a une famille structurée internationalement? Je vais peut-être vous faire la même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut penser à l'effet des décisions qu'on va prendre dans les différents pays. Et je vais vous donner un exemple tout bête. On parlait d'une donation-partage qui est peut-être l'acte le plus simple d'organisation d'une transmission successorale. Lorsque vous avez des enfants qui sont résidents dans différents pays, peut-être que la fiscalité de la donation-partage qu'on va consentir ne sera pas la même. Ça m'est arrivé d'avoir une donation-partage qui était remise en cause par un des enfants qui allait payer 2 fois plus que les autres. Il disait « Oui, mais papa, tu me donnes la même chose qu'aux autres, mais moi, je suis pas sous le même régime. Il va m'en rester moins. » Alors c'est une question, là le notaire a un vrai rôle à jouer d'ailleurs pour savoir si c'est juste ou pas juste, parce que au cas particulier, le papa disait mais c'est toi qui es parti, donc c'est toi qui as choisi ton régime fiscal. Parfois c'est un petit peu plus compliqué. Et alors comment vous avez fait? Là on a fait une donation comme ça, il a payé ses impôts parce qu'il n'a qu'à pas partir, mais c'était un cas familial particulier. J'ai eu un autre cas il y a 15 jours, totalement différent, un couple franco-belge, ils ont élevé leurs 2 premiers enfants en France, leurs 2 enfants suivants en Belgique, ils ne sont pas résidents du même pays, la fiscalité n'est pas la même. Là, c'est peut-être la faute des parents, donc je ne sais pas encore comment on va trouver une solution. Bon, tout ça c'est sur la donation-partage, mais Laurence Meyer, il y a des cas aussi dans les familles où il y a des divorces, où ça se passe mal, là, on se structure comment? Alors, en matière de divorce, déjà, il faut avoir le réflexe, lorsque quand on vous dit oui, on est français tous les deux, de dire oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une double nationalité? Parce que parfois les gens ne vous disent pas qu'il y a une double nationalité, et ça change tout. Ça change tout en matière de divorce. Pourquoi ça change tout en matière de divorce? C'est le consentement mutuel, je crois, en France. Oui, en France, le divorce par consentement mutuel, depuis le 1er janvier 2017, échappe au juge. Donc maintenant, pour que ça soit plus simple. Pour que ce soit plus simple, pour les tribunaux étaient engorgés, il y avait beaucoup trop de délais. Donc, pourquoi pas, c'est une bonne idée, ça peut être une bonne idée, mais c'est très franco-français, parce que le législateur ne s'est pas tellement posé la question de savoir comment ces divorces allaient circuler à l'étranger.
Alors, il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, rendu au mois de décembre 2017, qui a dit que ces divorces par consentement mutuel, s'analysaient comme des contrats sous seing privé qui échappaient, qui ne rentraient pas dans le domaine des règlements européens. Donc ils ne circulent pas. D'accord, il n'y a aucun autre pays qui reconnaît le divorce par consentement mutuel. Donc vous divorcez en France par consentement mutuel, ça ne vaut rien ailleurs. Disons que non, si vous voulez, la Cour de justice a été quand même très claire. Alors ça c'est encore au sein de l'Union européenne, on peut éventuellement, certains notaires rendent nos actes sous forme de contrats authentiques. Donc on peut éventuellement, c'est admis, même si c'est pas totalement légal au regard voilà, quand on lit cet arrêt, c'est pas très légal, mais encore ça peut circuler avec l'Italie, on l'a fait. En revanche, pour des époux hors communauté européenne, par exemple, il y en a un qui est marocain, le Maroc ne reconnaîtra jamais le divorce par consentement mutuel. Donc ça veut dire que cette personne qui peut-être a une double nationalité, donc les époux divorcent en France, et, au regard du Maroc, ne pourra jamais obtenir la transcription de son jugement de divorce et puis se découvrira marié toujours. Donc en fait, l'acte n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour le faire reconnaître? Alors dans ces conditions, quand il y a un élément d'extranéité, il faut recourir au juge en faisant un divorce accepté, un faux contentieux en quelque sorte. Il faut faire un contentieux, passer par le juge. Vous avez eu, Pierre Tarade, des cas comme ça? Alors, par définition, ce sont les cas qu'on n'a pas, puisqu'il faut aller devant le juge. Exactement. Mais, voilà. mais se trouver dans la situation où il faut conseiller ça, oui, ça peut arriver, parce qu'on n'a pas de certitude sur la compréhension, c'est ce que j'ai tout à l'heure, la façon dont on va être lu dans le pays d'accueil du document qu'on va établir. On a de gros doutes sur la circulation du divorce consensuel actuel. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre à la place l'équivalent notaire de l'autre pays qui va lire vos propres documents. C'est quand même, Pierre Tarade, assez complexe. Si vous voulez, par rapport pour revenir rapidement sur le divorce par consentement mutuel, le problème qui se pose, c'est lorsqu'il y a des enfants mineurs et lorsque l'un des deux époux n'est pas français, parce que se pose la question ensuite de transcrire le divorce sur l'extrait d'acte de naissance d'une personne qui est par exemple de nationalité ukrainienne. On n'a aucune garantie que les autorités ukrainiennes vont accepter de transcrire le divorce. Donc pour cette personne-là, c'est dramatique parce qu'elle se trouve dans une situation bancale. En France, elle est toujours en Ukraine, elle est toujours mariée, en France, elle ne l'est plus. Donc on a une personne qui a un état civil qui n'est pas le même suivant du côté de la frontière duquel il se trouve. Et puis pour les enfants, il y a des réglementations tout simplement qui indiquent qu'on ne peut pas accepter le divorce dès l'instant où les enfants n'ont pas été auditionnés comme ils doivent l'être suivant leur nomenclature ou leur propre système. Et donc là, on a des vraies difficultés de faire circuler ces décisions. Donc pareil, il faut créer un contentieux pour les enfants? C'est ce qui se pratique, effectivement. C'est ce qui se pratique. Et puis aussi, je crois qu'il faut à tout prix avoir des correspondants à l'étranger qui puissent nous éclairer dans le cadre de la bonne application du droit localement, dès l'instant où il y a les éléments d'extranéité qui ont été visés. Donc concrètement, quelqu'un qui aura une double nationalité, avoir un correspondant avocat qui va en notaire du pays dont la résidence est de la personne en question, des conjoints, donc pour qu'ils puissent nous confirmer la validité de l'appréciation qu'on pourrait avoir au regard du droit français. Et bien évidemment, par rapport au divorce par consentement mutuel que l'on visait, l'homologation, j'allais dire, du juge, donc français en l'espèce, permettra d'assurer une retranscription qui pourrait être opposable selon bien évidemment tous les États. Parce qu'il n'y a pas de règle générale. C'est pour ça que le maillage, la correspondance, le réseau, on va dire, international, et là les notaires sont bien placés pour avoir ce réseau-là, donc est indispensable et fondamental pour être certain de délivrer le bon conseil, non seulement du côté purement franco-français, si je puis dire, mais également par rapport à ces éléments d'extranéité que l'on vise depuis le début de cette émission. Mais il n'y a pas de règle générale, mais il y a quand même eu un essai, là, en Europe, on en a parlé, avec le changement de réglementation, du règlement, c'est le 29 janvier 2019 qu'il est passé. Il y a un essai quand même en Europe. Il y a une amélioration qui est certaine, mais on a encore des difficultés pour certaines dispositions
dispositions, certains actes, par exemple le divorce, on vient d'en parler, mais là encore, et je rejoins tout à fait ce que vient de dire M. Lombard et côté de moi, c'est qu'on a besoin d'un réseau pour pouvoir justement anticiper les difficultés et trouver quelque chose qui fonctionne. Mais ça veut dire que vous êtes comme les télévisions, il vous faut des correspondants à l'étranger, c'est exactement pareil. Parce qu'on a un devoir d'efficacité. Alors ça coûte très cher aux télévisions, donc j'imagine que c'est pareil pour les notaires. C'est pas des bureaux que vous ouvrez dans chaque région du monde. Non, d'avoir des correspondants, d'avoir un maillage donc, en matière de gestion privée, avec tous ces éléments internationaux, sur le domaine juridique, puis le domaine fiscal aussi, il est important d'avoir l'avis de la personne qui a la connaissance sur le territoire qui nous concerne. Ça, c'est fondamental. Marc Cagnard, on a parlé du consentement mutuel. Il y a d'autres types d'unions qui posent problème, le PACS par exemple ? Oui, par exemple, ne serait-ce que le mariage pour tous, la reconnaissance de ce mariage en Pologne par exemple, ça pose une difficulté. Ouais. Donc le règlement sur les régimes matrimoniaux dont on a parlé ne concerne pas tous les États de l'Union européenne parce que c'est une coopération renforcée et en voulant unifier et trouver une règle de conflit qui convienne à tout le monde, on va parfois à l'encontre de certains systèmes. On ne dit pas qu'on a la vérité et que ces gens-là sont en retard, c'est pas du tout le sujet, c'est qu'on a quand même des cultures juridiques qui se mettent face l'une à l'autre et il faut trouver des solutions pour... On trouve toujours une solution, Pierre Tarade, il y a des moments où en fait il n'y a pas de solution ? Au cas particulier. Parce que vous mettez quand même des lois de pays différents, les unes en face des autres. Bien sûr, au cas particulier, c'est difficile de faire en sorte qu'un couple homosexuel marié en France soit reconnu marié en Pologne. Oui. C'est vraiment un problème. Mais sans aller jusqu'à ce cas extrême, c'est vrai que si on regarde la multiplicité des unions, d'ailleurs, qu'elles soient enregistrées, pas enregistrées, mariage, PACS, etc., il y a une telle multitude de solutions dans les différents pays que forcément, on va pratiquement toujours trouver des différences. Alors on va essayer de résoudre ces différences, de réduire ces différences, peut-être par la rédaction d'un contrat quand on aura anticipé la chose. Et puis après, c'est le rôle des conseils, que nous sommes tous ici, pour essayer de réduire les différences et essayer de trouver des solutions communes en utilisant des outils, encore une fois, compréhensibles par tout le monde. Laurence Meyer, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces couples internationaux qui nous écoutent ? Protégez-vous en amont, posez-vous des questions très tôt sur la structure des régimes matrimoniaux ? Absolument. Protégez-vous très tôt, avant même de vous marier. Essayez de voir où vous comptez faire votre vie, où vous comptez aller vous installer. Si vous faites un contrat de mariage, moi je dis toujours aux gens, notamment ceux qui veulent aller aux États-Unis, il faut avoir un notaire et chacun un avocat, justement pour que ce soit reconnu aux États-Unis. Qu'est-ce qui bloquait avec les États-Unis ? Qu'est-ce qui bloque toujours ? C'est parce qu'il y a un notaire unique, personne inconnue aux États-Unis. Or, puisque le contrat de mariage en France, c'est un notaire, donc c'est la forme. La forme, c'est contrat de notaire chez un notaire. Que chacun ait un conseil, donc un avocat, qui explique en même temps que le notaire, ça donnera force. Et aux États-Unis, ce sera reconnu parce que qu'est-ce qui fait la valeur d'une convention matrimoniale aux États-Unis ? C'est que chacun ait un avocat, un conseil. Donc, j'essaye toujours de dire, faut penser en amont, qu'est-ce qui va se passer pour justement pas être soumis à ces problèmes-là. Et notamment, déjà, c'est un progrès, le règlement applicable à partir du 29 janvier 2019. Parce qu'il n'y a plus de mutabilité automatique. Avant, ce système de mutabilité automatique était catastrophique pour les gens parce qu'ils se retrouvaient avec des régimes matrimoniaux applicables de manière invraisemblable. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils ne comprenaient pas du tout pourquoi. Voilà, ils étaient au gré des pays où ils déménageaient. Benoît Lombard. Oui, il faut peut-être expliquer ce qu'est cette un mot sur la mutabilité automatique. C'est un concept qui était un peu complexe, c'est-à-dire que quelqu'un qui était marié sans contrat de mariage et qui s'établissait peu de temps après son mariage dans un État pouvait, parce qu'il résidait longtemps dans cet État, être soumis au régime matrimonial local. Et donc, vous pensiez être, parce que vous étiez marié en France, vous pensiez être marié sur le régime de communauté, la communauté légale, la communauté réduite aux acquets. Vous allez vous installer, 3 mois après votre mariage, dans un pays où le régime matrimonial légal est, par exemple, la séparation de biens, eh bien, vous êtes soumis au régime de séparation de biens du pays, car c'est le Et ça, j'imagine qu'on le découvrait au moment du conflit. Et donc là, on découvre à quel moment, à deux instants, on le rappelle, le régime matrimonial se dissout par divorce, donc il y a conflit, alors en plus c'est délicat, ou par décès. Et donc là, on a à subir une situation désagréable
dans un cas parce qu'elle est réellement subie, et puis dans l'autre cas, parfois aussi pas choisie, mais difficile. Et donc là, on se rend compte que le régime matrimonial, sous l'emprise duquel on pensait être assujetti, ne fonctionne pas. C'est le régime matrimonial du pays où on s'est établi. Et y compris si jamais on est revenu s'établir dans un autre territoire. Un Français qui va vivre, par exemple, en Allemagne, où le régime, je crois que c'est participation aux acquets, je passe sous le contrôle de nos amis notaires, et donc peut-être assujetti au régime de participation aux acquets, il revient s'établir en France, et pour autant, il n'est plus sur le régime légal français, il est sur le régime de participation aux acquets allemand. Donc voilà un élément complexe. Donc là encore, le contrat est fondamental. Je reviens à ce qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire passer un contrat avant de partir à l'étranger. Et ça sera le mot avant la pause. On continue dans un instant à parler d'international. BFM Business, le club du droit, présenté par Laure Closier. Et on continue à parler international dans ce club du droit avec Marc Cagnard, notaire à Paris, Benoît Lombard, vous êtes associé gérant chez Vitam MFO, Pierre Tarade, vous êtes notaire également à Paris et Laurence Meyer, vous êtes avocate au bureau de Paris, spécialiste du droit de la famille. On a parlé beaucoup de famille à l'international dans la première partie. Les dossiers internationaux sont de plus en plus nombreux. Il faut trouver des moyens de faire circuler l'information au mieux. Il existe pour ça des plateformes pour transmettre et sécuriser ces dossiers. Antoine Copper nous en explique le fonctionnement. Venise, ses gondoles, l'Aqua Alta et son carnaval. Cette carte postale fait rêver et c'est pour cela que certains Français décident d'y acquérir un appartement ou une maison. Mais voilà, pour acheter en Italie, les règles ne sont pas les mêmes qu'en France. D'où le recours à la plateforme Efides utilisée par les notaires. On y retrouve notamment toute la législation en matière immobilière de l'autre côté des Alpes. Mode d'emploi avec Monia Kerraro dans son étude de Seiche-sur-le-Loir en périphérie d'Angers. Elle est spécialisée dans les dossiers franco-italiens. J'ai une fiche qui a été préparée par des notaires italiens qui me permet de vérifier ce que moi, il va falloir que je fournisse par exemple à mon confrère italien sur les différentes pièces, quel est le système. Donc ça m'explique vraiment tout. Tous les documents nécessaires à la constitution de l'acte notarié seront envoyés sur la plateforme pour que le notaire italien du vendeur puisse les récupérer en toute sécurité. Fiabilité et gain de temps aussi. Maître Kerraro. Les outils tels que Efides ont été développés pour nous permettre à nous notaires de travailler avec nos confrères étrangers en garantissant la sécurité juridique des actes notariés et également en favorisant cette collaboration pour pouvoir harmoniser, coordonner au sein d'un même dossier des législations et des réglementations qui sont différentes. Alors justement, une plateforme comme Efides ou Bartolus, qui garantit que la signature sur l'acte est bien celle du notaire, sont-elles vraiment sécurisées? Nous avons posé la question à Jérôme Billois, expert en cybersécurité chez Wavestone. La sécurité à 100%, ça n'existe pas. Donc il faut toujours prendre en compte que des mécanismes peuvent être détournés, peuvent être dévoyés. Mais ce qui se passe, c'est grâce à l'accumulation des mécanismes de sécurité, eh bien la probabilité que ça arrive est quand même très faible. Maintenant que tous les feux sont au vert, je m'en vais visiter des palais à Venise. Voilà, c'était Antoine Copper en reportage à Angers. Marc Cagnard, on disait dans la première partie tout à l'heure, il nous faut des correspondants dans l'ensemble des pays pour réussir à être sûr qu'on se fait bien comprendre. Les plateformes comme Efides ou Bartolus, ça aide vraiment à faire circuler l'information. Bien sûr, ça permet de contacter un confrère à l'occasion d'une opération, de faire circuler la documentation de façon sécurisée et de vérifier qu'on a affaire à un confrère qui est en mesure d'acter ou de recevoir l'acte pour un de nos clients qui acquérerait par exemple un appartement à Venise. Donc ça permet, si vous voulez, de faire fonctionner le réseau notarial pour garantir à nos clients qu'ils ont affaire à un notaire habilité à instrumenter, à recevoir un acte et à publier ces actes correctement. Donc, de manière générale, Benoît Lombard, les profils internationaux dans vos études et dans vos cabinets sont extrêmement recherchés ? Oui, donc on a besoin d'avoir bien évidemment ces connaissances en matière de droit international privé. Et c'est vrai que tout ce qui est de formation académique, universitaire, nous ouvre de plus en plus vers l'international. Et puis aussi, là encore, de nouer des contacts avec des correspondants étrangers. En ayant aussi bien en considération le mode de fonctionnement juridique du pays avec lequel on doit travailler. On a pris l'exemple de l'Italie, mais on peut prendre l'exemple de l'Espagne.
en France, le notaire, en matière d'actifs immobiliers, en matière d'achat immobilier, authentifie l'acte, l'acte authentique, la force probante de l'acte, qui est un élément extrêmement important. Ce n'est pas naturellement le cas, par exemple, en Espagne. En Espagne, le notaire va être là pour dire « Monsieur, voulez-vous acheter à Monsieur X, voulez-vous acheter à Monsieur Y ? Oui, Monsieur Y, voulez-vous vendre à Monsieur X ? Oui. » Et son rôle s'arrête là. Il n'y a pas, par exemple, tout ce qui a trait à l'origine de propriété et à la traçabilité de l'actif qui prouve que l'actif qu'on achète est bel et bien, appartient bel et bien à un autre vendeur. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Espagne. Donc là, il faut avoir connaissance aussi des singularités du pays avec lequel on est à même de contracter, en l'occurrence, acheter un actif immobilier en Espagne. Ça, c'est un point qui est important. Et ça veut dire qu'il vous faut un spécialiste espagnol dans votre cabinet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un correspondant, parce qu'on ne peut pas avoir des spécialistes des 160, 170 nations qui composent notre monde. Ce n'est pas possible. Encore faut-il avoir un accès à l'information, donc soit par le maillage que l'on a pu se constituer, par le réseau qu'on a pu se constituer, soit en faisant appel à des experts que l'on peut connaître, et effectivement par aujourd'hui tous les moyens de communication modernes que l'on connaît. Mais Pierre Tarade, on ne va pas avoir évidemment de toutes les nationalités un notaire par pays, mais quand même dans les formations de vos collaborateurs, est-ce qu'il y a maintenant une dimension internationale forte, des gens qui mettent en avant une langue, une culture spécifique ? Ah oui, absolument. Dans le cursus déjà, effectivement, le droit international privé a pris de plus en plus d'importance, c'est ce que vous disiez. Et puis dans le recrutement, il est évident que la maîtrise d'une langue étrangère, surtout si elle est pratiquée dans la clientèle de l'étude, est certainement un plus. Maintenant, comme vous le disiez, on ne peut pas prétendre avoir la compétence ni la langue d'absolument tous nos clients. Donc rien ne remplace un réseau. Puis de toute façon, si j'ai quelqu'un qui parle très bien l'italien dans mon étude, ça ne veut pas dire qu'il va connaître très bien le droit italien ni son évolution au jour le jour, parce qu'il n'y a pas qu'en France que les lois changent tout le temps. Donc il faut se tenir au courant, et le meilleur moyen de se tenir au courant, en fait, c'est d'avoir quelqu'un sur place avec qui on puisse correspondre. Et les plateformes que vous avez illustrées, Efides et Bartolus, voilà, elles servent. Alors, à mon avis, elles servent d'abord à échanger des documents de façon sécurisée. Mais elles permettent aussi, quand on n'en connaît pas, de trouver des correspondants possibles qui sont, j'allais dire, estampillés, parce qu'ils sont notaires, ils font partie de ce réseau officiel, donc on peut y aller en confiance. Mais il y a des pays avec lesquels c'est compliqué, cet échange de documents sécurisés, j'imagine, hors Europe ? Écoutez, j'ai pas d'exemple personnel à vous citer. On peut imaginer effectivement que sur les 500 et quelques États de la planète, il y a des endroits où ce soit difficile de trouver un correspondant. J'imagine. C'est pas quotidien. Laurence Meyer, quand on est face à un élément international, c'est quoi les bonnes questions à se poser ? Les bonnes questions à se poser, c'est exactement savoir ce que les gens veulent. Par exemple, s'ils veulent acheter un bien, les envoyer, toujours avoir des correspondants étrangers du pays. Alors par exemple, je reviens encore pour les États-Unis, des confrères qui pourront faire la transaction, puisque ça se passe là-bas, il n'y a pas de notaire, donc ça se passe par des avocats, donc toujours avoir un réseau de confrères efficace. Et ça, c'est vraiment indispensable. On ne peut pas travailler seul de son cabinet quand on gère des clients étrangers, même si on connaît un peu même plutôt bien les règles de droit international. Mais d'accord, mais comment on les trouve ? Faites passer des entretiens ? Parce que tout le monde n'est pas à la hauteur de vos demandes de compétences de chacun. Non, la bonne question, c'est d'abord poser la bonne question. Donc si jamais on se rend compte des problématiques qui peuvent se poser à l'ouverture d'un dossier, déjà, poser la question est fondamental. Et sans pour autant avoir naturellement la réponse. Alors après, à nous ouvrir auprès, nous, conseillers en gestion de patrimoine, de notaires, d'avocats, et puis les réseaux fonctionnent, le bouche-à-oreille fonctionne, et puis on essaie de trouver une personne compétente en la matière. C'est ainsi que moi j'ai pu connaître des notaires qui œuvraient aux États-Unis par l'intermédiaire d'un CPA. Donc un CPA, c'est la personne qui est habilitée aux États-Unis à s'occuper des déclarations fiscales, et qui m'a renvoyé auprès d'un de vos confrères, excellent en matière de droit international, et plus spécifiquement en matière de droit américain, qui lui lui-même m'a envoyé auprès d'un avocat qui pouvait m'aider à résoudre mon problème. Voilà un exemple concret. Donc il faut ouvrir ses chakras, hein, donc si je puis dire. Mais ça demande un recrutement quand même, ça demande... Ça suppose de l'ouverture, ça suppose des questionnements, et ça suppose aussi de se constituer ce réseau. Alors, il y a les réseaux sociaux aussi qui peuvent nous aider. LinkedIn, pour ne pas le nommer, peut nous aider aussi à constituer un réseau en la matière. Vous recrutez sur LinkedIn, vous aussi. Non, on ne recrute pas. Vous recrutez un réseau, vous constituez votre réseau. Mais vous faudrait un LinkedIn des notaires. Mais il existe. Ah, mais il existe. Comment il s'appelle? Le RNE.
Ah, le d'accord. réseau notarial européen qui permet de, par exemple, j'ai un dossier avec l'Estonie, j'ai besoin de trouver un confrère j'ai une question à poser sur le droit estonien. Il y a tout un système de réseau où on interroge le point de contact du notariat estonien et qui nous donne une réponse assez rapidement. Et inversement, les Estoniens peuvent interroger le point de contact français et on a comme ça des réponses concrètes. Mais pour revenir sur ce qu'on disait, il y a deux choses. Il y a bien sûr la nécessité de pouvoir s'appuyer sur un réseau, mais souvent qui est très informel, c'est-à-dire qu'on a rencontré un tel, on est habitué à travailler plus fréquemment avec tel pays parce qu'on a des atomes crochus avec tel pays, mais aussi il faut avoir la conscience qu'il faut rester dans son domaine de compétences. Pour revenir sur le cas italien, l'acte de l'acquisition d'un bien à Venise, c'est pas moi qui vais le recevoir. Moi, j'ai une compétence qui est limitée par les frontières de l'Hexagone. En revanche, je peux accompagner, entre guillemets, un client pour l'aider justement à réaliser cette opération en tirant les conséquences par rapport à sa situation en France, la fiscalité entre les deux pays, mais aussi en l'accompagnant, en l'orientant vers des conseils adaptés. Le client comprend, lui, ce champ par nationalité. Il ne vous demande pas parfois de s'intéresser à son dossier un peu trop loin ? C'est à nous tout de suite de mettre les barrière. limites. Moi, je peux l'accompagner, lui dire je connais un notaire italien, on peut se mettre en contact et essayer de travailler ensemble pour faciliter les choses, procuration et autres. Mais si on me demande de faire une analyse de la fiscalité italienne, je vais dire halte là, moi, c'est plus mon domaine. Est-ce que c'est plus simple du côté avocat, justement, d'aller plus loin, au-delà de la frontière ? Alors, tout dépend des avocats. Alors, moi, je ne suis pas avocat, mais à nous d'avoir aussi le maillage et d'avoir des spécialistes qui sont susceptibles de pouvoir nous aider. Donc, en matière de droit italien, je travaille avec un fiscaliste italien qui est à même de me faire part non seulement des textes de loi, mais aussi des subtilités, des montages, des schémas qui peuvent être optimales par rapport à la problématique qui nous est donnée. Pourquoi ? Parce qu'on s'est posé la bonne question au départ. Et je reviens, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Maître. Donc, ce qui est important, c'est de cantonner sa compétence là où on est compétent. Mais est-ce que le client, je reviens à ma question, mais comprend toujours ça ? Parce que quand il vous fait confiance sur un dossier, lui aussi il a eu du mal à trouver quelqu'un de confiance, un avocat, un notaire. Il a envie qu'on le suive jusqu'au bout de son dossier. Et pourtant, il y a un moment où vous devez lui dire non, je suis désolé, mais là moi je sais pas. Et oui, mais ça marche, mais c'est normal. Si vous me faites assez confiance pour venir me voir, vous allez me faire confiance quand je vais vous dire là je ne sais pas faire, mais telle personne que je connais va vous aider et on va le faire ensemble. Donc la confiance, ça marche tout à fait, parce que le notaire que vous venez voir, qui va vous mettre entre les mains de son correspondant, il est toujours là. Le lien de confiance n'est pas rompu. Au contraire, on montre à quel point on est compétent en trouvant des solutions au-delà de nos propres capacités. J'ai un exemple très récent en fait, c'était pas Venise, c'était Bologne, mais c'est exactement ça. Ou un client de longue date qui fait un investissement important, qui vient me voir, qui est un petit peu déçu de 30 secondes de savoir que c'est pas moi qui vais faire l'acte, mais je le mets entre les mains d'un confrère que je connais très bien. Et là, on a reçu un mot très gentil de remerciement, me remerciant. J'ai fait la boîte aux lettres, mais remercions aussi le confrère italien sans aucun souci. Et on a parlé famille, maintenant on va parler investissement. Et on va parler investissements internationaux. Être français et travailler en Allemagne, être allemand et acheter une maison en France, ces situations sont fréquentes et pourtant il est important de connaître quelques particularités. Reportage à Strasbourg avec Antoine Copper. Chaque jour, près de 50 000 Français traversent le Rhin pour travailler en Allemagne. Les salaires y sont plus importants et le coût de la vie moins élevé. L'inverse est moins vrai puisque les Allemands ne sont que 5 000 à franchir la frontière quotidiennement pour aller travailler. Autre avantage, tout en cotisant en Allemagne, le travailleur frontalier français conserve sa couverture sociale française. Peut bénéficier des allocations de Pôle emploi au cas où jusqu'en 2021, puisqu'à partir de cette date, c'est le pays dans lequel il travaille qui devra l'indemniser. Concernant la fiscalité, il continue de payer ses impôts dans son pays de résidence, la France donc. De son côté, la France attire aussi les Allemands. C'est le cas de Christine et Mathias. Ces deux Munichois viennent d'avoir un coup de cœur pour le Périgord. Ils n'ont pas hésité longtemps avant de jeter leur dévolu sur une jolie maison de vacances. Nous avons passé beaucoup de vacances en France, dans plusieurs régions. Et le Périgord, c'est très très joli. Pour acter la vente, ils sont allés voir un notaire français habilité à rédiger des contrats en allemand valables en France. Maître Edmond Gresser, notaire à la Vansenau, à 20 minutes de Strasbourg. L'acte notarié en tant que tel est reconnu en Allemagne, tout comme l'acte notarié allemand est reconnu en France. Pour acheter leur maison, Christine et Mathias n'ont pas rencontré de difficultés particulières. Seul détail, le bien du couple sera soumis aux lois allemandes lors de leur succession. Maître Gresser. La succession est nécessairement soumise à la loi de la résidence habituelle.
Donc un Allemand résidant en Allemagne qui possède un bien immobilier en France sera soumis au droit successoral allemand. Et ce droit successoral allemand sera applicable également aux biens immobiliers situés en France. Pour Christine, acheter un bien en France est un peu plus compliqué pour une raison évidente. Il faut parler et entendre un peu de français, je pense. Bonne nouvelle pour le couple, après une dernière procédure, l'acte de vente a été signé. Ils sont maintenant propriétaires de leur maison de vacances en Dordogne. Voilà pour ce reportage d'Antoine Copper. Marc Cagnard, là on est sur des Allemands dans le Périgord. Il y a des modes d'achat en France par nationalité ? Oh oui, il y a eu la mode des Anglais qui investissaient tout le sud-ouest. Sur la Côte d'Azur, là, c'est très cosmopolite. Et à Paris, je crois qu'il y a eu des statistiques assez fines qui ont été faites par la Chambre des notaires de Paris, concluant que les premiers acquéreurs étrangers à Paris, c'était les Italiens. Bon, et dans ces cas-là, quels conseils on doit leur donner? Parce que eux aussi, ils ont des questions internationales compliquées. Oui, là, c'est exactement ce qu'expliquait le reportage. C'est que dès l'instant où on a des non-résidents, parce qu'on parle des étrangers, mais ça concerne aussi des Français qui résident à l'étranger, dès l'instant où ils réalisent un investissement en France, il faut tout de suite anticiper sur la suite. Que va-t-il se passer suite en cas de succession? Comment on peut anticiper la transmission du patrimoine? Et là, il faut évidemment aller au-devant de ces questions et commencer à les interroger dès le départ pour savoir comment préparer l'acquisition. Est-ce qu'il faut mettre en place une société ou pas? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre de manière à pouvoir anticiper sur l'étape suivante qui est la transmission du bien? Parce que l'acquisition du bien en France est soumise au droit des successions français. Alors, l'acquisition d'un bien immobilier en France est soumise à la loi française. La transmission, pardon. Après, la transmission, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Ça serait trop simple s'il y avait un seul sujet. Mais si vous avez, par exemple, un couple français qui est expatrié à Dubaï, mais qui achète un bien en vue de son retour, le jour où ils reviennent en France, la succession sera soumise au droit français parce qu'ils seront français, résidant en France, ils n'auront pas le choix. Ça sera nécessairement la loi française qui s'appliquera à leur succession. Après, on peut dupliquer avec le nombre de cas de figure qu'on peut imaginer, les couples mixtes. Mais dans le cas, par exemple, d'étrangers qui achètent un bien en France, oui. Là, vous leur expliquez le droit des successions français On leur explique comment fonctionne le règlement sur les successions, mais là, vous mettez le doigt sur un sujet qui est très compliqué. C'est que lorsque vous avez quelqu'un qui est propriétaire d'un bien immobilier en France et que cette personne est un étranger, cette personne ensuite vient s'installer en France pour ses vieux jours. Eh bien, il peut très bien, par nationalisme juridique, désigner sa loi nationale comme étant la loi applicable à sa succession. Donc moi, notaire français, je suis potentiellement appelé à régler une succession en France pour un étranger, mais selon sa loi à lui. D'accord. Donc prenons un Japonais, tout simplement. Il peut très bien dire « je veux que ce soit la loi japonaise applicable à ma succession ». Et là, ça s'applique parce que le règlement européen fait preuve d'ouverture. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous venez faire dans cette affaire, en fait? Pourquoi vous devez vous occuper de ce dossier de manière, je le laisse aux Japonais? Parce que, justement, la succession s'ouvre. Parce que le bien est en France. Et le bien est en France et il réside en France. Et il a désigné la loi japonaise parce qu'il le peut, mais ça peut être le cas, pour prendre des cas un peu moins exotiques, mais ça peut être le cas d'un Suisse, ça peut être le cas d'un Allemand, ça peut être le cas de n'importe quel ressortissant de l'Union européenne. Benoît Lombard, vous faites de l'explication de droit fiscal français à des étrangers fréquemment? Alors d'abord, il y a le droit civil. Donc là, on parle de règlement, en l'occurrence du règlement de succession qui date de 2012 et qui s'applique. Donc en France, on rappelle que les règlements sont transposés de plein droit. Donc il n'y a pas besoin de véhicule législatif pour qu'ils soient transposables en droit interne. Donc, et ça s'applique depuis 2012. Mais il y a le plan civil et puis il y a le plan fiscal aussi. Donc, la France, bien évidemment, veut rattacher à elle l'impôt. Et dès l'instant où il y a cet élément d'extranéité, c'est-à-dire de non-résidents qui achèteraient un actif immobilier en France, a priori, il est taxable en France, sauf les conventions de non-double imposition qui peuvent exister. Juste un point qu'il faut rappeler à ce niveau-là, puisque les conventions de non-double imposition qui existent entre deux États, donc visent pas à qu'ils ne soient pas imposés, mais visent à définir l'État qui est en droit d'imposer pour éviter qu'il y ait effectivement cette double taxation. Ce qui signifie aussi, c'est pour éviter qu'il y ait des trous dans la raquette et qu'il n'y ait pas d'impôt. Donc, mais ça, on le dit pas trop. En matière d'impôt sur le revenu, juste une statistique intéressante, il y a 127 conventions bilatérales. En matière de droit des successions, je crois qu'il y en a que 34. Donc,
c'est beaucoup plus restreint. Et là, je pense qu'il y aurait un effort à faire aussi pour qu'on puisse bien définir, bien cadrer le droit qui sera applicable. Parce qu'on peut se retrouver dans des cas de figure où on a des doubles taxations. Taxation dans le pays où réside le défunt, où réside aussi le bénéficiaire, qui peut être l'héritier, qui peut être un autre État que l'État du défunt, et puis aussi taxation en France, qui est le troisième élément d'extranéité. Et là, on aurait une triple taxation. Je ne sais pas si ça arrive, mais théoriquement, ça pourrait arriver. Donc vous voulez un règlement européen comme pour les régimes matrimoniaux? Vous savez, oui, mais l'uniformité, enfin l'harmonisation fiscale européenne suppose la loi de l'unanimité. Alors on n'y est pas, hein, donc c'est un autre débat. On n'y est pas encore. Vous pouvez mettre des souhaits dans ce club du droit. Ma chère Laure, c'est un souhait. D'accord, c'est un souhait. Pierre Tarade, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question quand on achète à l'international et qu'on est français? D'abord les mêmes questions dans le sens, c'est-à-dire qu'effectivement si je suis français, si j'achète alors une résidence secondaire, pour changer un petit peu et aborder le sujet différemment de tout à l'heure, il faut que je sache effectivement incorporer cet actif nouveau qui va être dans mon patrimoine, dans l'organisation de mon patrimoine, éventuellement de ma succession. Donc comment est-ce que je vais le détenir par exemple? Est-ce que je vais faire une société? Est-ce que je vais pas faire une société? Est-ce que je vais faire une société local? Est-ce que tous quand même au moment où on parle achat, vous parlez succession, hein. C'est la première question quand même à se poser. Et bien sûr, parce qu'on parle de patrimoine, on parle d'organisation de patrimoine. S'il s'agit d'acheter, alors il y a tout le sujet financement dont on peut peut-être parler. Oui, allez-y. Mais sur le sujet, pour nous, et je pense pour nous dans nos quatre, le sujet principal, c'est l'organisation et donc la transmission du patrimoine. Après, effectivement, il y a la question du financement. Comment financer? Je crois que c'est vous qui avez évoqué ça tout à l'heure. Est-ce que l'on peut vraiment sereinement emprunter pour acheter à l'étranger? Si je vais voir la banque de là-bas, elle connaît le bien, mais elle ne me connaît pas moi, elle ne connaît pas mes revenus, elle ne sait pas comment elle va les appréhender parce qu'il y a une frontière entre elle et moi. Et alors qu'est-ce que vous constatez en général? Le choix se porte vers quel pays? Ce qu'on constate, c'est qu'on va peut-être emprunter à sa banque française pour acheter à l'étranger, mais elle va tordre le nez aussi parce qu'elle connaît bien l'emprunteur, mais elle ne connaît pas le bien qu'on va servir à financer. Donc souvent ce qui se passe, c'est que la banque française qui va financer un achat à l'étranger, elle va prendre une hypothèque sur un bien en France. Ah oui, un bien qui appartient à l'acheteur. Absolument. Ce qui veut dire qu'un achat à l'étranger demande un certain patrimoine de départ quand même. De ce point de vue-là, oui. Oui. Parce que la banque française va être frileuse, et on le comprend, à investir sur un marché qu'elle ne connaît pas, à engager son argent aussi, sur un actif dont elle ne connaît ni la valeur, ni l'évolution du marché. Il n'y a pas de cas de double financement ? Ni le droit aussi. Ni le droit, applicable en cas de conflit. Évidemment. Parce que, bien évidemment, il y a ce que vous visiez, donc sont les règles locales pour le financement d'un actif qui pourrait être acheté aux États-Unis, par exemple. Mais il y a aussi la réglementation qui s'applique en cas de conflit. Bien sûr. Donc, la banque ne veut pas prendre un risque de se retrouver avec un différend dont elle ne maîtrise pas les tenants et aboutissants. Donc, pour avoir un crédit lombard back-to-back, si vous avez du cash, il n'y a pas de difficulté. Mais si vous n'avez pas ce cash-là et que vous voulez financer un actif à l'aide uniquement de vos revenus, la difficulté se pose. Ce qui veut dire que vous remarquez globalement que les gens qui achètent à l'étranger ont une part de cash plus importante, le recours à l'emprunt est plus difficile ? Oui. Clairement, oui. Donc si on doit recourir à un emprunt sec, c'est-à-dire uniquement adossé à des flux de revenus futurs, c'est naturel. On le fait pas en fait. C'est compliqué. Délicat, compliqué. Puis on parle aussi de la parité des devises. Donc tant qu'on raisonne dans la zone euro, ça va. Mais si on doit acheter un actif dans une monnaie locale, une monnaie dure locale qui est différente naturellement de notre euro, là, des questions également de parité peuvent jouer avec des incidences relativement importantes, donc en fonction de l'évolution future de ces devises. Lance Meyer, les cas avec des biens internationaux, ce sont les cas qui se complexifient le plus ? Oui, souvent c'est très très compliqué. Alors je confirme en effet que déjà pour acheter un bien à l'étranger, les banques françaises ne veulent pas payer, ne veulent pas prêter. Elles veulent vraiment, si vous avez une assurance vie... À moins d'être assuré, oui. Voilà, c'est ça, une assurance vie adossée et encore, même souvent il y a des banques qui ne veulent pas parce qu'elles disent après, allez exécuter, nous ne sommes pas payés, il y a un problème d'exécution, allez faire saisir le bien là-bas. C'est très très compliqué. Donc les banques, même s'il y a des garanties, les banques sont vraiment très 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 frileuses, les banques françaises. Ça, c'est ce que l'on peut remarquer. Et il y a un problème de fiscalité aussi. Il est très important d'essayer en amont toujours de voir qu'est-ce qui va se passer et en matière de succession, qu'est-ce qui va se passer pour vraiment que l'investissement soit rentable, enfin que ce soit intéressant.
Quand même, il faut avoir le cœur bien accroché si on a envie d'acheter à l'étranger. Là, je pense que ceux qui nous écoutent ont changé de projet. Non, mais en fait, là, tout dépend s'ils ont un stock ou pas de stock. Donc, s'ils ont un stock, il n'y a pas de difficulté. Mais aussi, on peut travailler au sein de l'Europe avec des pays comme le Luxembourg. Donc, où là, du coup, un intermédiaire français, un intermédiaire d'opération de banque, peut bénéficier du passeport européen pour pouvoir contracter avec des établissements ou représenter un client auprès d'établissements étrangers et défendre son dossier. Donc là, on a quand même une construction européenne qui est assez intéressante. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir accompagnés dans ce club du droit spécial international. Je ne sais pas si on aura réussi à rendre le sujet moins complexe. En tout cas, c'était très intéressant. Je vous dis à très bientôt sur BFM Business et vous n'oubliez pas de nous envoyer toutes vos questions sur clubdudroit@bfmbusiness.fr. À bientôt.